Ok, eh ben, c'est à vous alors. Très bien, bonjour. Ravi de partager ce moment avec vous. Parler confiance, quand on a un tiers de confiance comme Triparty et Honey Trust, parce que c'était effectivement le terrain de jeu idéal pour expliquer un petit peu, je pense, et partager avec vous les convictions qui ont forgé les deux trajectoires de ces deux entreprises qui se sont rencontrées et qui ont vu toute la complémentarité. On n'a pas commencé par se présenter, mais je vais commencer. Donc, je suis William Benchmoul, je suis directeur général de Honey Trust. Honey Trust, donc c'est une filiale de Honey Bank qui a une activité pleine et entière à part entière sur le marché et qui propose des solutions à de services de lutte contre la fraude, sécurité et gestion de l'identité dans le digital. Et de mon côté, Victorien de Doncker, président de Triparty, la solution de paiement et de sécurisation des projets C2C. On est une fintech qui a désormais 2 ans et demi et qui travaille avec la plupart des grandes banques françaises, avec pour première clientèle type les marketplaces. Alors les marketplaces, surtout entre particuliers avec les objets de seconde main, mais aussi des marketplaces de services dès lors qu'il y a un manque de confiance, parce que les acteurs se connaissent mal, par exemple les missions freelance et aussi de jobbing, activités entre voisins. Dans le thème de la confiance, en fait, c'est quelque chose qui nous a toujours animés et lorsqu'on en a parlé, la première fois qu'on s'est rencontrés avec Triparty pour en parler, on avait partagé la même conviction sur le fait que notamment Honey Trust, qui est né en fait de la fusion de Fianet et Honeytech, donc de la lutte contre la fraude. Finalement, le vrai sujet de la lutte contre la fraude, c'était de créer un climat de confiance pour surtout laisser les clients sains, tranquilles, vivre leur expérience digitale le plus simplement et avec le plus de fluidité possible. Et on avait aussi partagé cette vision que le commerce et le e-commerce évoluera vers une ouverture la plus globale, la plus ouverte possible, une sorte d'open retail où chacun devient à la fois vendeur et acheteur, où l'ensemble des échanges peuvent s'ouvrir à travers les frontières, mais aussi à travers les activités ou à travers les services. Et finalement, que l'essentiel qu'il fallait recréer à travers le digital ou derrière un écran, pour le faire plus simplement, c'est de recréer les éléments qui constituent la confiance pour pouvoir aller au bout de sa démarche et construire finalement un parcours qui évite tous les processus de blocage. Et de surtout pas cantonner finalement le rapport de confiance et de paiement à une dimension technique ou à une dimension système de sécurité qui viendrait renforcer un processus. En fait, il y a des paramètres dans la confiance qui sont autant psychologiques que techniques, et c'est bien l'assemblage de l'ensemble qui va faire vivre la confiance, parce qu'elle se décrète jamais. Elle se construit, on la fabrique en retirant des freins, en créant les facteurs qui lui sont favorables, mais certainement pas en l'imposant ou en l'affichant. Avec William, aujourd'hui, on est en charge d'introduire la table ronde intitulée Basculer vers les paiements digitaux en toute confiance. Et on voulait en fait vous sensibiliser un petit peu sur les nouveaux cas d'usage. Et comme l'a très bien dit William, maintenant que une grande partie des barrières psychologiques ont été brisées, puisque les Français achètent en masse désormais en ligne, les nouvelles avancées techniques et technologiques permettent l'essor de nouvelles activités, et on voulait aujourd'hui, pour introduire cette tour de table, parler un petit peu des nouveaux usages et du C2C. Donc je propose de donner quelques chiffres intéressants de marché. Aujourd'hui, presque n'importe qui peut devenir vendeur sur Internet. C'est donc important d'accompagner les Français et de les intermédier entre eux, de pousser à une confiance mutuelle et de sécuriser les échanges, notamment la qualité des biens et services échangés, mais aussi les paiements. On sera rejoint tout à l'heure par 3 acteurs du paiement et on va montrer à quel point Honey Trust, Triparty et de manière générale, les solutions qui se développent autour du paiement sont complémentaires avec ces acteurs historiques. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que l'essor du C2C est tout simplement énorme. Près de 4 Français sur 10 achètent déjà des vêtements de seconde main. Et vous serez tous d'accord pour dire que c'est un bien extrêmement personnel, très proche.
Ce qui veut bien dire que la barrière psychologique a largement été dépassée dès aujourd'hui. Ensuite, pour parler d'un objet un petit peu plus technique, les smartphones d'occasion, ils représentent aujourd'hui près de 20% des achats dans ce domaine-là. Et là, pour le coup, c'est quand même très technique et aléatoire parce que la batterie, par exemple, peut être, c'est quand même quelque chose qui est difficile à palper, surtout pour un acheteur. Même un vendeur de bonne foi peut décrire très difficilement l'état d'une batterie de téléphone, les petites rayures qui présentent sur un pavé tactile, etc. Et c'est là où, en fait, les objets de la vie quotidienne méritent d'être échangés en ligne. Nous, on est persuadés que d'ici très peu de temps, un Marseillais pourra acheter à un Lillois un iPhone d'occasion sans prendre aucun risque, notamment grâce à des nouvelles solutions. Et on accompagnera en fait les nouveaux usages. En tout cas, pour prendre un peu de hauteur, aujourd'hui, 2 Français sur 3 ont déjà acheté sur Internet des objets d'occasion. Et du côté des prestations de services, on est 30% de la population active à avoir au moins une activité professionnelle indépendante, ce qui fait un bond de plus 126% en 10 ans. Donc on est sur un marché du C2C qui connaît une croissance à 2 chiffres. Et le paiement constitue évidemment une étape clé de la confiance pour éviter certaines arnaques, certains vols. Moi, j'attire l'attention de l'audience aujourd'hui sur les débouclages des transactions faites à distance, qui restent encore une fois très compliqués, parce qu'on a beau, c'est l'objet de ce tour de table aujourd'hui, on va parler vraiment des paiements, mais on a beau parfaitement gérer le paiement, parfois cantonner les fonds quand on est sur une marketplace avec des porte-monnaies électroniques, le débouclage des transactions réalisées à distance reste très technique, et les nouveaux acteurs que sont par exemple Honeytrust et Triparty, puisqu'on est là aujourd'hui pour en parler, permettent d'anticiper les problèmes et de bien déboucler les transactions. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que ce qui est intéressant dans un processus, alors quand on va décrire le C2C, finalement, on va vous décrire un processus de transaction qui prend finalement le cas le plus complexe en termes de facteurs de réassurance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait faire le C2C, on sait gérer tous les autres, et notamment le B2C et le retail plus traditionnel. Mais avant d'arriver au paiement, il faut déjà lever un certain nombre d'étapes, et notamment psychologiques, qui sont des facteurs de réassurance. Et là où c'est intéressant, et la proposition de valeur de Triparty est intéressante, c'est effectivement d'installer un climat de « si jamais ça se passe mal, on est là ». La gestion du dispute, la gestion d'un litige a posteriori, est un des premiers freins à pour un achat de bien d'occasion. Hein, le bien a l'air bien sur la photo, le prix est sympa. C'est une question de vitesse par rapport à d'autres qui peuvent se positionner par rapport au prix. Donc, il y a un facteur risque-décision qui est très, très court. Et un des éléments pour lever ce frein, c'est de dire si ça se passe mal, nous avons anticipé et prévu de quoi gérer ces cas. Et en amont, il faut aussi que le vendeur soit rassuré sur qui vient me solliciter. Est-ce que ça se passera bien aussi? On voit bien que tous ces phénomènes sont beaucoup moins techniques que psychologiques et d'appréciation d'éclairer l'incertain de façon à le transformer en certain et en acquis. Donc, avant même d'arriver au système de paiement, qui ensuite, lui, va maîtriser sa technique d'authentification, de cantonnement, et ensuite, il y a tout le service de débouclage qui fait partie des facteurs de réassurance. Il y a tout un processus de climat à créer pour que ces facteurs de réassurance soient installés. C'est vraiment une condition forte. On a tous vécu des achats d'occasion. Tu as donné une statistique qui montre que la plupart des Français l'ont vécu ou le vivent. Bon, ben, on se pose beaucoup de questions avant soit d'être le vendeur, soit avant d'être l'acquéreur d'un bien d'occasion. Et plus on maîtrise, grâce à la data, grâce à des techniques, historiquement, dans la lutte contre la fraude, notre métier est de développer dans la data des signaux, des discernements entre des éléments, des faisceaux de présomption positifs ou négatifs. Ça va permettre, dans un système instantané, de clarifier à quel degré d'incertitude je me positionne et donc de pouvoir améliorer une communication, la fluidifier ou au contraire augmenter sa sécurité si jamais des doutes subsistent. Dans le processus du parcours client, les facteurs de réassurance qui permettent le déclenchement, qui permettent la décision, sont finalement un ensemble de micro-messages et ou de micro-services pour aider à basculer vers ce point de paiement. Le point de paiement étant le point de bascule vers
je passe du côté du irrémédiable. Je suis passé à l'action. Et donc, il y a bien deux cheminements. Pour pouvoir arriver au paiement, il faut déjà que le cheminement de la confiance soit installé et que les outils, les techniques, les technologies que propose Triparty et Honnête Trust en complémentarité permettent de rassurer chacune des parties prenantes sur le sujet. Peut-être que pour conclure cette introduction, William, ça serait intéressant de partager notre vision, parce que quand on s'est rencontrés, c'est la première chose qui nous a frappé, c'est qu'on allait vraiment dans la même direction, alors avec deux solutions très différentes et complémentaires. Mais en fait, je parle sous ton contrôle, mais de notre côté, on a formulé ça de la sorte. La mission de Triparty aujourd'hui, c'est d'assurer la même expérience d'achat sur le marché de la seconde main que sur le marché du neuf. Ça veut dire pas de risque lié à la qualité, pas de risque lié au paiement. Alors, Honnête Trust va embrasser d'autres cas d'usage, notamment le e-commerce, mais je pense qu'on tend tous les deux vers cette volonté de reproduire une expérience, par exemple en boutique, sur Internet, en éliminant peu à peu tous les risques. Exactement. Et lorsqu'on a défini la marque Honnête Trust, qui a été créée en 2018, elle est née des activités de Fianet, comme j'ai pu le dire. On a transformé finalement la problématique de lutte contre la fraude en se disant le retail de demain, finalement, au-delà de ça, c'est l'ensemble des échanges que le digital va permettre entre toutes les personnes. Et la mission qu'on s'est inscrite derrière la marque Honnête Trust, c'est Confidence Between People, donc créer de la confiance entre les personnes. Et ça se résume à comment rassurer chacun que l'autre personne derrière l'écran est sincère, vraie, fiable, en tout cas suffisamment pour que la transaction se passe sans qu'il y ait un excès de contrôle, sans qu'il y ait un excès de sécurité, parce que la confiance, c'est aussi un savant dosage entre la liberté et la sécurité. Cas d'actualité d'ailleurs. Et nos deux activités sont intimement liées avec le paiement, donc je pense qu'on peut désormais inclure autour de la table les acteurs du paiement pour parler ensemble de la complémentarité qu'on peut apporter. Clairement. Merci beaucoup William et Victorien donc, pour cette introduction et du coup j'invite le reste de vos pairs à nous rejoindre. Alors, et donc je vais. Alors Charlie est là, c'est parfait. Bonjour à tous. Et donc je vais me retirer de scène pour laisser le 6e intervenant. Et je vous souhaite une excellente table ronde. Charlie, je suis désolé, mais je vais vous demander de vraiment respecter les 40 minutes. Malheureusement, on est un peu serré. Ah là là, je me fais avoir. Je me fais avoir. Quand on passe en dernier, voilà, on nous coupe la chic. Bon, bah, on va essayer de faire effectivement dans les temps. Écoutez, merci à tous encore d'être présents pour du coup la dernière table ronde de la journée. Et merci à William et Victorien pour l'introduction. Comme ça me permet de sauter directement dans la discussion. Alors, je vais brièvement présenter quand même les intervenants. Donc, William Benchemou, que vous avez vu à l'instant, donc CEO de Données Trust, donc filiale de Données Banque, spécialisée dans la lutte contre la fraude et l'identité digitale. Victorien, donc, de Donker, CEO cofondateur de Triparty, spécialisé dans la sécurisation des transactions entre particuliers. Et ensuite, il vient donc de nous rejoindre Martin-Pierre Gauthier, donc Chief Commercial and Marketing Officer donc de Lemonwell, prestataire de paiement. Cédric Cassini, CMO de Trésor, donc la plateforme de Banking as a Service qui appartient à Société Générale, et Grégory Malgras, qui est Head of Western Europe MangoPay, autre prestataire de paiement. Merci encore à tous de participer à cette table ronde. Pour faire le lien justement avec les deux interventions précédentes qui étaient très focalisées donc sur le C2C. Je voulais déjà vous faire réagir sur un peu comment aujourd'hui on parle de systèmes de plus en plus ouverts, notamment donc on le mentionnait avec le C2C, les marketplaces. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut maintenir justement la confiance dans un écosystème aussi ouvert, en tout cas qui se réouvre? Alors peut-être la parole aux 3 intervenants qui n'étaient pas là précédemment. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Si, a priori, super. Merci beaucoup pour votre présence et ravi de partager la scène avec mes pairs. Sur la confiance et l'ouverture, pour moi, il y a un élément qui est critique, c'est l'essor, et je crois que Victorien l'a dit, c'est l'essor du concept de marketplace. La marketplace, c'est l'ouverture des deux côtés. C'est l'ouverture par le nombre de vendeurs qui se connectent sur une plateforme, et c'est la multitude d'acheteurs potentiels.
une dernière étude extrêmement intéressante de McKinsey est sortie il y a quelques semaines qui montre au sein de l'e-commerce la puissance du modèle marketplace. 2019, sur l'e-commerce total, les marketplaces, c'est 38%. En 2023, les marketplaces vont représenter plus de 60% des échanges e-commerce. Donc, on se rend compte que, pour revenir sur votre question, Charlie, l'ouverture des modèles, c'est le modèle de demain. Ce sont des modèles ouverts qui fonctionnent. Et ils fonctionnent, parce qu'ils répondent à des cas d'usage, mais également ils fonctionnent parce qu'il y a des prestataires, comme certains d'entre nous aujourd'hui, enfin je pense tous d'ailleurs, mais pas que, qui permettent de mettre des structures en place pour que ces modèles ouverts puissent bénéficier des cas d'usage tout en étant sécurisés par un certain nombre de processus réglementaires ou technologiques permettant à ces échanges ouverts d'avoir lieu. Donc voilà très rapidement de mon côté. D'accord, merci. Peut-être Grégory? Oui, avec plaisir. Je vais rajouter quelques données. Ce qui est intéressant effectivement sur cet effort effectivement du marché de la marketplace, c'est que je prends l'exemple du fashion qui est un des secteurs qui avance le plus vite, avec des acteurs comme Vinted qui est devenu une licorne européenne. Aujourd'hui, ça représente déjà sur le fashion 68% du marché. Et ça devrait représenter 75% du marché en 2025. Donc, on voit à quel point, effectivement, le modèle marketplace est en train de prendre sa place de façon vraiment significative. Et ce que je voudrais rajouter, en parlant pour MangoPay, nous aujourd'hui, on est vraiment une solution de paiement dédiée au marketplace, aux plateformes de crowdfunding. Donc, en gros, des plateformes d'intermédiation qui mettent en contact des acheteurs et des vendeurs. Eh bien, nous, ce qui est important, c'est le rôle du tiers de confiance. Nous sommes le tiers de confiance, c'est-à-dire que entre deux personnes, vous allez avoir un échange marchand d'un service ou d'un bien, entre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout et qui ont besoin d'une confiance solide. C'est ça notre rôle. Aujourd'hui, c'est de séquestrer l'argent sur un compte de cantonnement qui va permettre de sécuriser la transaction et permettre effectivement que cette transaction se déroule correctement, afin ensuite, quand le bien est délivré, de rétribuer la personne condamnée ou de pouvoir permettre justement à l'acheteur d'être remboursé si la transaction se déroule pas correctement. Ce qui veut dire que dans le flux, tout le monde à un moment se gardera sa confiance dans le paiement. D'accord. Et peut-être aussi Cédric, peut-être pour compléter, côté là plutôt effectivement bancaire, donc comme je disais. Ouais. Merci, bonjour à tous. Alors, nous, on est un petit peu moins exposés au C2C directement par notre activité. On intervient un peu plus, que l'expliquait Gabriel juste avant, aussi sur la partie confiance, relation de confiance, tiers de confiance et compte de cantonnement, etc. Donc, on peut jouer un rôle clé effectivement dans ces métiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement sur le marché des marketplaces, qui est un modèle en plein essor, on voit bien que la technologie a joué un rôle clé dans l'essor de ce nouveau modèle, où en fait il est de plus en plus facile et rapide finalement de créer une marketplace, d'ouvrir sa boutique. Finalement, et la technologie joue un rôle clé aussi bien au moment de l'ouverture et de l'identification du marchand. Aujourd'hui, on peut créer une boutique quasiment instantanément en fonction des plateformes. Mais ça, c'est grâce à l'apport de la technologie, grâce au fait qu'il y a de la sécurité qui sont apportées dans ces étapes d'onboarding et qui ont un rôle clé dans l'expérience entre consommateurs et vendeurs et dans cette mise en relation qui est essentielle pour l'essor du commerce en ligne. Écoutez, merci. Est-ce que en fait aujourd'hui il faut, pour peut-être, on parle beaucoup et notamment ça a été évoqué avant de réassurance, en tout cas comment rassurer, on va dire, le consommateur. Est-ce que il faut forcément être adossé justement aujourd'hui à un gros acteur? En plus là on parle notamment, vous avez donc Trésor associé à Société Générale quand même, MangoPay chez Arkea, parce que ça fait partie du groupe Litchi. Donc voilà, est-ce qu'il faut forcément être adossé à un gros acteur, un acteur très réputé, donc pas pour justement rassurer ce consommateur? Si je peux rebondir sur cette question, Charlie, je pense que le tiers de confiance principal doit être la place de marché elle-même ou le site e-commerce lui-même. Et c'est pour ça que 100% des acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui vendent une API en marque blanche. Parce qu'on pense, on peut en discuter, mais je pense que chacun a bien compris qu'aux yeux de l'utilisateur final, le tiers de confiance principal, ça doit être la place de marché.
Ensuite, c'est important d'apporter davantage de sécurité sans toutefois perturber l'expérience utilisateur. Ça, c'est encore un autre enjeu très important. Et ensuite, est-ce qu'il peut être adossé à un acteur important? En fait, aujourd'hui, les Français sont de plus en plus habitués à payer avec des applications assez modernes, avec le 3D Secure, avec la réglementation qui se durcit et qui est quand même très bien cadrée aujourd'hui. Les arnaques dans le paiement vraiment sur les marketplaces, sur des sites e-commerce, des places de marché, sont plutôt rares. Donc, on trouve des arnaques à côté. À chaque fois, on sort l'utilisateur souvent de la place de marché, du spam par email, du phishing, etc. À mon sens, ce n'est plus nécessaire d'être forcément adossé à un acteur et un géant de la banque. Ouais. Alors, je ne sais pas si aussi. En fait, je pense que ça dépend surtout du rôle et de la responsabilité qu'on va confier. C'est-à-dire, probablement, plus la responsabilité sera importante et sera impactante, s'adosser à un gros acteur, on va dire, peut être source de garantie et source de réassurance pour le consommateur. Moi, je prends souvent cette anecdote, parce que du coup, on travaille avec pas mal de fintech et de startups aussi qui se lancent et qui s'appuient sur la plateforme de Trésor. Et dans les premières questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que je peux indiquer sur mon site web que les fonds sont cantonnés à la Société Générale? Donc, on voit bien que c'est… Alors, certes, on veut bien la marque blanche, on veut bien le beau produit, etc. Mais à un moment, quand ça touche des sujets très sensibles, on est quand même content de pouvoir dire qu'on s'appuie ou qu'on est adossé à un partenaire, finalement, un établissement de confiance, une Société Générale, évidemment. Mais en fait, je pense que ça va dépendre de la responsabilité. Et donc, en fonction de cette responsabilité, s'adosser à un gros acteur peut être évidemment un facteur de rassurance important. Donc, voilà. Un petit acteur, oui, il peut apporter sa solution et faire plein de choses, mais souvent, derrière, en fait, le mot de responsabilité, il y a aussi un impact financier. Souvent, il faut pouvoir être en mesure de supporter cette charge financière. Il y a aussi des solutions de sécurité. La sécurité est une priorité pour le consommateur, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais généralement, la sécurité, on ne la voit pas. En tout cas, la bonne sécurité, on ne la voit pas. Et du coup, pour qu'elle ne se voit pas, ça coûte cher et ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de la R&D, ça demande de penser la stratégie de sécurité au cœur de son produit. Et généralement, voilà, d'avoir une taille de structure derrière qui permet de le faire, c'est ça qui va aussi permettre d'apporter cette confiance aux consommateurs. Et je crois que d'ailleurs, on voit souvent ce décalage entre je fais confiance à ma banque et en même temps, parfois, je lui reproche plein de choses. Mais je crois qu'on ne peut pas, aujourd'hui, les consommateurs font confiance à la banque, en tout cas en domaine de sécurité. Ouais. Je peux, Charlie, je ne sais pas si vous permettez juste ajouter quelque chose. C'est pour rebondir sur ce que dit Cédric, c'est la confiance en quoi? C'est est-ce que j'ai confiance dans l'efficacité technologique d'une entreprise ou est-ce que j'ai confiance dans le séquestre des fonds? Il y a un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est pourtant très intéressant dans la préparation, c'est par exemple ce qui s'est passé avec Wirecard en Allemagne. Wirecard, on peut dire, c'était un acteur de très grande taille, qui était sur le DAX, une des plus grosses structures allemandes, et qui pourtant, en un mois et demi, a vu une valorisation complètement chuter et des actifs rachetés, d'ailleurs par qui? Par une banque Santander. Et donc, vraiment, je pense pour aller, et je ne sais pas si on pourra le faire aujourd'hui, mais à plus loin sur le concept de confiance, c'est confiance pour faire quoi? Et effectivement, aujourd'hui, confiance pour séquestrer des fonds. Et là, je rejoins Cédric, même si on s'appuie sur des acteurs différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, et je crois que c'est un des prochains thèmes qu'on va aborder, mais les banques ont encore une garantie de confiance extrêmement forte auprès des consommateurs quand il s'agit de sécurité de coffre-fort. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'elles sont modélisées d'un point de vue émoticonienne, on va dire. Mais il y a encore un enjeu très fort de confiance, je pense, autour des banques sur le séquestre. Je pense que c'est encore une réalité. Par contre, sur est-ce que ma banque est l'acteur qui me donne le plus de confiance quand il s'agit d'efficacité technologique? Pas forcément, et c'est d'ailleurs pour ça que les banques s'adossent énormément à des fintechs.
Moi, j'aimerais rajouter un petit point pour vous accompagner sur ce que vous venez de dire. C'est qu'effectivement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, être adossé à une grande marque ou banque soit essentiel. Néanmoins, comme on parle de C2C, de plus en plus d'utilisateurs qui vendent sur ces plateformes C2C se professionnalisent de plus en plus. Donc, ça forment de plus en plus et effectivement vont peut-être aller chercher qui sont les prestataires de cette plateforme-là et donc être rassurés grâce à cela. Donc peut-être un petit peu. Néanmoins, je pense que côté consommateur, comme la plupart des solutions de paiement sont en marque blanche, ce qui est important pour favoriser la confiance, c'est vraiment d'accompagner effectivement nos partenaires en leur permettant d'améliorer, comme le disait William au départ en préambule, les expériences utilisateurs. C'est de permettre aussi de résoudre les points de friction que rencontrent les utilisateurs, c'est d'optimiser les taux de conversion, c'est de les accompagner dans leur développement international en leur proposant les solutions adéquates parce qu'il n'y a pas que la France, toute l'Europe a ses spécificités. Et donc, pour résumer, pour rassurer le client, ce qui est important, c'est une UX simple, sans friction, sécurisée, sans faille. Et notre responsabilité, c'est corriger les aider à corriger les erreurs, à designer correctement leur page, transmettre les bons messages, etc., etc. Et donc, c'est d'être un bon expert de paiement. Et la responsabilité de ces plateformes, c'est d'avoir une équipe de paiement qu'ils souvent déconsidèrent. Il y a juste une seule personne parfois, et c'est vraiment un métier à part entière. Voilà. D'ailleurs, une bonne personne dans le paiement, enfin un expert du paiement, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, les GAFA qui attaquent massivement, ça y est, ce segment, on les attendait depuis quelques années, mais ça y est, est-ce qu'on peut dire que justement, sont des acteurs est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des acteurs de confiance au fond? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être maintenant plus une méfiance envers les GAFA que les banques, parce qu'on en a beaucoup entendu parler? Voilà, quelle est un peu votre analyse, un peu chacun là-dessus? Moi, j'ai plein de choses à dire, mais n'hésitez pas, Cédric, William, Victorien. Enfin, voilà, je vous laisse en parler, et puis je complète votre avis avec grand plaisir. Je pense que le sujet est assez large au niveau des GAFA. Leurs métiers sont quand même très nombreux et variés. En ce qui concerne sur le paiement, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu quand on a préparé la table ronde. Nous, on est dans une position, et peut-être d'autres aussi, un peu particulière, parce qu'on est aussi partenaire de certains acteurs. Donc, on va travailler avec Google et Apple pour mettre à leur disposition le wallet dans l'application mobile des fintechs. Et on voit bien que c'est un produit qui est de plus en plus demandé, de plus en plus recherché. Donc, l'expérience utilisateur dont on parlait juste avant est un facteur clé. Parce que on voit bien que tout le monde cherche à proposer cette expérience de paiement qui est vraiment, qui est purement digitale, mais l'expérience quand on va en caisse et qu'on a à payer avec son mobile, c'est quelque chose qui reste une expérience très fluide et en même temps qui a été sécurisée par les moyens biométriques. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt très fort du marché pour ces produits-là et que les GAFA ont apporté dont on parle, elles ont apporté une vraie sécurité aussi au moment de la transaction, tout en simplifiant l'expérience. Donc ça, c'est… je sais pas si on entend toujours. Oui. Je pense qu'on l'a perdu. Si quelqu'un veut peut-être, rebondir sur le sujet, peut-être William, que on n'a pas entendu. Oui, avec plaisir. En fait, il y a quelque chose d'intéressant. Je trouve que dans l'usage consommateur sur le paiement mobile, voire même sur le sans contact, au final, je pense que les professionnels du métier se sont plus posé la question de la confiance que les consommateurs eux-mêmes. Alors même si, ces derniers temps, l'actualité Covid de 2020 a accentué l'usage du sans contact et a fait bénéficier. Mais au final, je suis pas sûr qu'aux yeux des usagers, ça a été une question de confiance. Enfin, c'est une vraie question que je me pose. Par contre, parce que aussi ça a été designé pour que ça se passe de façon simple, et les industriels et les acteurs du secteur avaient besoin, eux, de protéger leur modèle économique en étant sûrs que ce ne soit pas un panier percé. Mais c'était plutôt une nécessité qu'un vecteur d'usage l'usage pour le consommateur, c'est la simplicité. Sécure, pas sécure, je pousse un peu le bouchon. De toute façon, le consommateur est toujours protégé au regard du code monétaire et financier avec un moyen de paiement dans ses mains. J'ai déjà un petit peu le propos, mais pas tant que ça. Par contre, ceux qui utilisent design et ceux qui font ces produits-là, ces conceptions et ces parcours,
eux ont eu le souci, évidemment, de mettre de la sécurité by design parce que c'est le modèle économique qui en dépend. Mais c'était plutôt une nécessité qu'un but. Pardon. Merci. Peut-être là-dessus, pour compléter de mon côté, enfin, Charlie, vous me dites si on. Je vous couperai. Des cartons rouges ou des cartons verts. En fait, je crois qu'il est intéressant de comprendre que une entreprise aussi efficace économiquement soit-elle a besoin d'avoir un cadre réglementaire. Je pense qu'on y vient après, mais ces GAFA sont d'autant plus intéressantes pour l'économie, pour les usagers, pour les sites, qu'elles sont encadrées. Et ça, je pense, c'est peut-être assez personnel, mais vous voyez ce qui se passe en Chine. Personnellement, j'y ai habité, je connais bien cet environnement. Vous avez l'équivalent des GAFA avec des entreprises qui s'appellent Tencent, Alibaba, qui sont extrêmement efficaces d'un point de vue technologique, mais qui posent de vraies grandes questions profondes sur la donnée, la gestion de la vie privée, la liberté. Et donc, aujourd'hui, les GAFA, est-ce que j'ai confiance dans les GAFA à m'offrir une expérience utilisateur de grande qualité? Tout à fait. Et je crois que peu de gens arrivent à leur niveau. Par contre, est-ce que j'ai confiance dans les GAFA, dans la manière dont ils vont ou pas utiliser ces données dans une logique mercantile? Et c'est tout à fait normal, ce sont des entreprises. Là, pour le coup, les questions se posent et je trouve ça très bien, même si le droit a toujours un cran de retard et je pense que ce sera comme ça pendant très longtemps, mais que ce cran de retard reste à une échéance de temps pas trop lointaine pour qu'on puisse encadrer ces usages économiques. Donc, voilà ma vision sur le. Bah, écoutez, en plus, parfait, ça fait faire le lien avec la prochaine partie de cette table ronde sur évidemment la réglementation, hein, gros sujet. Alors, si je vous dis, voilà, je m'étais noté, la confiance dans le paiement ne va pas sans cadre réglementaire. Est-ce que déjà vous êtes d'accord ou pas? Oui, moi je suis d'accord. Moi, je trouve que ce sujet, il est passionnant parce que le cadre réglementaire, les dernières années, a énormément évolué. On a vu, on en est à l'AML5, la DSP2, 3DS2, RGPD, c'est beaucoup de législation. Et c'est des régulations qui peuvent amener à rigidifier le marché, certes. Par contre, aujourd'hui, on vient de parler des GAFA, on vient de parler d'innovation, et je dirais, pour faire, comment dire, je pense à un discours de Cédric O qui disait qu'effectivement l'innovation se veut disruptive, mais forcément, à un moment, elle va rencontrer certaines limites. Elle va rencontrer des dérives et des abus. Et du coup, forcément, ça va de pair avec une réglementation qui vise justement à permettre son développement. Donc, innovation et réglementation peuvent aller de pair et sont nécessaires. Donc aujourd'hui, l'innovation réglementaire doit donc, pour moi, offrir un environnement fluide et sécurisé, c'est le sujet aujourd'hui, hein, pour amener la confiance sur le marché. Et ça demande par contre, en parallèle, pour ma part, une éducation forte des consommateurs, parce qu'ils ne sont pas forcément tenus au courant de ces réglementations et du coup l'information ne descend pas à leur niveau. Et donc derrière, ça demande aussi un énorme effort des acteurs sur le marché pour éduquer ces consommateurs. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre peut-être veut réagir? Je crois qu'effectivement, je rejoins l'idée que la réglementation, elle soutient la confiance, à condition qu'elle fixe finalement le cadre large dans lequel ensuite les acteurs vont l'exprimer. Mais de connaissance, un règlement n'a jamais décrété une confiance. Ça se gagne, ça s'acquiert, ça se prouve. Comme l'amour, c'est pareil, hein. C'est pas simplement en décrétant que ça arrive. C'est la même chose avec la confiance. Et moi, je suis très vigilant et je suis très sensible, mais ça, c'est l'histoire de Honey Trust qui l'explique aussi. Hein. Le business model de Fianet a été largement impacté par ces logiques-là. La sécurité systématique n'est pas de la confiance. J'ai fait l'analogie quand on a fait cette préparation et je vais la refaire ici. Lorsqu'on a un plan Vigipirate dans la rue et qu'on a des militaires qui sont là dans la rue lorsqu'on se promène, on n'est plus dans un sentiment de sécurité et de confiance. On a basculé de l'autre côté. Or, la volonté, c'était justement de rassurer les populations. On voit bien le paradoxe, on voit bien que l'équilibre est très fragile.
Le régulateur, lorsqu'il est là pour fixer les lignes rouges, je pense que c'est indispensable, effectivement, parce que les abus arrivent très vite. Après, il y a la limite entre la ligne rouge et le début de l'ingérence. Et je voudrais juste partager une statistique que j'ai lue cette semaine dans... pardon, vous me pardonnerez, j'ai oublié la source, mais sur les Français, 51% des Français sont prêts à communiquer leurs données personnelles à condition d'avoir un service ou gratuit ou plus simple. Et dans le même questionnaire, pour autant, ils sont tous inquiets des données personnelles qui transitent chez les acteurs. Donc on vit avec nos contradictions, comme tout être humain qui est sur cette planète, et on doit jouer avec. La réglementation et l'innovation, pour rejoindre ce que disait Grégory, c'est pareil. Ce sont deux contradictions qui apprennent à vivre ensemble, toujours en laissant la place à l'autre. Merci. Peut-être quelqu'un d'autre? Juste un point qui est un point de challenge, je pense que l'on rencontre tous, c'est que cette régulation, on est dans le monde est plat, bon an, mal an, enfin de plus en plus. Nos clients, on parle de marketplace, sont des marketplaces qui opèrent en grande partie globalement ou à l'échelle d'un continent à minima, souvent. Or, on se rend compte que cette réglementation, elle est encore, malheureusement, encore un peu parcellaire. Et on se rend compte que des textes européens ont encore du mal à avoir le même écho en France, en Lituanie, en Allemagne ou en Italie. Et donc là, je crois que les régulateurs, enfin ce pilier-là dont on est en train de parler, qui est la réglementation, a besoin également de trouver une harmonisation plus forte pour aider à ce concept de confiance dont parle William là. Et plus l'homogénéité sera présente, plus la confiance sera, je pense, forte au regard de leurs actions. Et donc ça, je pense que c'est un sujet sur lequel l'Europe, en tout cas, a besoin de progresser massivement. On est clairement dans une transition. Je pense que ces dernières années, moi je suis d'accord pour dire que la confiance va pas sans cadre réglementaire. Mais en fait, les deux corpus de règles, à la fois sur le paiement et sur les données personnelles, sont quand même les deux principaux et sont très liés. Ils ont beaucoup évolué, donc c'est vrai que c'est assez fatigant pour les entités qui sont soumises. Mais je pense qu'on est dans une période de transition. Petit à petit, ça va se stabiliser et les consommateurs seront bien protégés. Le législateur a fait, selon moi, un travail remarquable sur le sujet, surtout côté données personnelles. Après, le paiement, c'est encore un peu peut-être trop régulé ou trop mouvant. Ça évolue peut-être trop vite. Mais déjà, sur les données personnelles, c'est plutôt stabilisé et le travail est plutôt clair. Ouais. C'est un mot sur lequel je voulais rebondir. C'était juste que parfois, ça manque de clarté. C'est ce qui crée une confusion, en fait. Et donc, on voit bien qu'il y a parfois dans les textes une manière de rédiger qui laisse à interprétation. Et c'est dans ces moments-là qu'on peut perdre la confiance aussi, parce qu'on va voir des acteurs sans avoir de référentiel se positionner sur une certaine manière et voir d'autres acteurs faire autre chose. Et je pense que pour nous aussi, on a besoin d'avoir des textes clairs et précis pour aussi créer ce climat de confiance. Donc, on a besoin de ce cadre qui est indispensable et il y a des choses remarquables qui ont été faites ces derniers temps, mais je crois que la clarté est indispensable pour nous, acteurs du paiement, pour la retranscrire aussi côté produit et s'assurer qu'on délivre bien ce qui est attendu par le régulateur. Merci. Est-ce que justement, au contraire, à l'inverse, on va dire, on peut dire ou pas que trop de régulation, trop de sécurité, ça peut justement tuer cette confiance ou pas? Je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit juste avant, parce qu'effectivement, il y a vraiment un sujet autour de ça. Moi, je crois profondément, ça a déjà été dit tout à l'heure, et c'est une conviction très forte. La sécurité invisible est la seule sécurité qui vaille. Et c'est celle qui va permettre effectivement de respecter aussi les parcours et les individus dans ce qu'ils font. Lorsque moi, je suis très attentif, la DSP2 et les RTS qui imposent une authentification forte systématique à partir de 30 € pour tout paiement à distance. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire en termes d'expérience. Ça veut dire se promener avec un cadenas dans sa poche pour aller acheter son pain à la boulangerie. Enfin, où est la juste mesure? Il faut protéger, le régulateur a le souci de protéger, mais trop de sécurité, ça ne donne qu'un seul effet en réalité. Soit ça va détourner vers des usages qui contournent ces chaînes, et ça c'est naturel et c'est humain. Et le deuxième, c'est qu'à chaque fois que la sécurité se montre, elle donne la lecture à l'attaquant de la façon de se défendre. Donc en fait, c'est juste une amélioration, une capacité d'amélioration continue
les fraudeurs, pour parler de la fraude, autour de la capacité à contourner le problème. Donc, si vous fermez la porte à clé, il reste les fenêtres, il reste des points d'entrée, quoi qu'il en soit. Et voilà, plus la sécurité est visible, plus elle fait ça. Donc, en l'imposant via la régulation, je pense qu'on s'affaiblit pas à court terme, évidemment, parce qu'on a un effet d'apprentissage, mais très vite, à moyen terme, on affaiblit le système parce qu'il faut réenchérir. Et 3DS, il y a 10 ans, on s'était dit c'est un bon système à la main de l'émetteur qui connaît son client, qui lui envoie un SMS. Bon, tout le monde est d'accord pour dire que 3DS coupe un petit peu la fraude, mais certainement, n'arrête certainement pas. Donc, on a passé à 3DS V2. On passe à des nouveaux systèmes d'authentification qui, eux aussi, continueront d'être contournés. C'est un système sans fin, donc il faut savoir aussi le protéger et le préserver pour la suite. C'est l'excès de, c'est quoi la phrase? C'est l'excès de tout nuit à tout. Ouais. On dit ça, mais c'est ça l'idée. Je pense que ce sont deux piliers. La technologie et la réglementation doivent travailler de pair. C'est évident. Effectivement, si on est dans des environnements cadenassés, on va faire peur. À l'inverse, où on va freiner. Et puis à l'inverse, quand on est sur des environnements beaucoup trop, je pense, libres d'une certaine manière, même si pourtant c'est un objectif positif, mais on va ouvrir la porte trop grand à des usages qui ne seront pas les bons. Donc je pense que restons modérés et travaillons de pair. Merci. Quelqu'un d'autre sur le sujet, ce vêtement trop de sécurité, ou peut-être alors parler, effectivement, vous l'aviez déjà un petit peu mentionné, de l'authentification forte, hein, qui est un peu le gros sujet peut-être de ces derniers mois et qui risque notamment de faire quand même chuter le taux de conversion de certains marchands. Est-ce qu'on peut pas d'ailleurs parler justement qu'il va peut-être y avoir la confiance va peut-être être brisée puisque tout n'est pas encore au point. Je ne sais pas si vous avez des défis en particulier sur cette mise en place ou pas déjà du SI. Ouais. Est-ce que la confiance va baisser? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce que je pense personnellement, parce qu'on verra ce qui va se passer dans les mois à venir, c'est qu'il va y avoir une incompréhension du marché et certainement, et j'espère me tromper, une chute de la conversion. Au moins le temps que les consommateurs comprennent cette double authentification, qu'elle soit comprise et qu'elle soit acceptée. Alors du coup, effectivement, je pense qu'encore une fois, il va falloir prendre notre responsabilité, éduquer les plateformes, les marchands, les clients, etc. Et ça demande un énorme travail. Et pour ça, chez MongoPay, nous, on a pris deux axes principaux. On a essayé de développer une intelligence technologique sur notre API pour permettre d'offrir les meilleurs UX possibles, sachant qu'il y a quelques exemptions possibles à demander aux banques. Et de l'autre côté, c'est une communication. On parlait tout à l'heure de clarté de cette législation ou des législations. Donc, c'est effectivement de la comprendre pour nos marchands et c'est d'essayer au maximum, de communiquer auprès de nos marchands via des webinars, via des best practices et de les inciter au maximum eux aussi à communiquer auprès de leurs utilisateurs. Voilà, moi voilà mes craintes, voilà ce qu'on essaye de mettre en place pour essayer de participer et je pense on sera aussi dans une adaptation continue dans les mois à venir. Me permettre de rajouter sur deux choses. 3DS V1, lancé en 2011, qui est monté au maximum à 35% d'utilisation avec certains acteurs majeurs qui l'ont systématisé à l'aveugle parce qu'ils pouvaient se permettre de le faire. Au final, je vous fais une statistique qui est plutôt un ressenti, qui n'est pas une métrique, mais je dirais 20% des gens se sentent rassurés lorsqu'il y a un 3DS. Et il y a encore beaucoup de personnes on sait qu'il y a encore pour les fourchettes les plus basses, entre 5 et 15% selon les activités de perte de conversion au moment de l'activation de l'authentification forte. Pour un système qui est maintenant mature et connu de tous les consommateurs. Donc, ça ne me rend pas optimiste pour la suite. Et effectivement, je pense vraiment que les acteurs doivent rester actifs dans les facteurs d'exemption, dans la sécurité invisible. Je crois profondément que les consommateurs vont très très vite migrer vers des moyens de paiement qui leur simplifient la vie. Parce qu'il faut encore la sécurité, pour eux, elle est due. Donc, c'est pas un effort pour eux, ça doit pas être un effort. Et là, il y a des alternatives au paiement traditionnel qui pourraient en tirer un profit extrêmement important. Donc, soyons vigilants si on veut que les flux continuent d'arriver de partout.
Ouais. Mais juste pour compléter, on a un focus très fort qui est transactionnel là, et c'est normal, on opère. Il y a un autre élément qui est très sujet et très sensible à ça, c'est l'identification. On parle de KYC, Know Your Customer, ou KYB, Know Your Business, qui sont également, pour le coup, encore plus à l'entrée, c'est-à-dire que c'est l'identification, et ça également. Le KYC/KYB est un élément très très fort de sécurisation de ces plateformes, mais également dans la manière dont ils sont implémentés, exécutés, d'énormes freins potentiels à l'enregistrement ou à la transaction. Donc il y a effectivement cette authentification forte au moment de la transaction, et puis il y a qui est-ce que je peux enregistrer sur ma plateforme, qui est-ce qui peut proposer de l'inventaire, et potentiellement qui est-ce qui peut acheter ou en tout cas investir dans des logiques de financement participatif. Et donc c'est vrai que de temps en temps, on peut le voir tous, entre le besoin d'identification et ensuite le besoin transactionnel, on n'est pas loin du parcours du combattant. Il faut vraiment avoir très, très, très envie d'investir ou d'acheter. Faisons attention à ça ensemble pour garder des parcours fluides. Je me permets, parce que là, il y a une boucle quand même par rapport au tout début de l'intro où on disait le C2C, parce que finalement, c'est ce qui est dit là, hein, c'est-à-dire le monde est ouvert du côté des vendeurs, le monde est ouvert du côté des acquéreurs, et il faut des points de rassurance entre les deux pour que justement les transactions soient visibles, la volonté des deux personnes et la réassurance des deux personnes, et ensuite la technique qui permet de sceller tout ça. Merci. On va terminer par voilà, la dernière question déjà, puisque le temps tourne. Alors aujourd'hui, on est vraiment, voilà, le paiement, c'est un secteur qui est en plein bouillonnement. Hein, on a remarqué, il y a des acteurs de partout, chacun voilà a sa part dans la chaîne. Il y a de plus en plus d'innovation, on l'a évoqué. Voilà, il y a du vocal, il y a de la biométrie, enfin, ça n'arrête pas, on a l'impression. Est-ce que voilà, toutes ces innovations, toutes ces technologies, c'est un risque ou pas pour la confiance, pour la suite? Et puis sinon aussi, comment effectivement maîtriser pour éviter justement cette perte de confiance? Vous avez moins de 5 minutes. Je pense que peu de personnes répondront non à cette question, vu qu'on est tous des acteurs de l'innovation et on est tous persuadés que la technologie qu'on apporte peut aider à sécuriser, à rassurer les consommateurs sans qu'il y ait trop de friction par ailleurs. Donc notre quotidien, en tout cas chez Triparty, c'est de développer des nouvelles features autour de la sécurité, s'assurer que pour revenir aussi C2C, vu que c'est notre métier, l'objet qui est vendu entre deux personnes soit bien ce qui avait été convenu, conforme aux attentes. Pareil pour la prestation de service. Donc c'est un grand oui pour Triparty. Super. Quelqu'un d'autre peut-être? Ouais, non, mais je partage aussi ce qu'a dit Victorien à l'instant. Évidemment, c'est un grand oui aussi pour nous et des acteurs comme Trésor. Et d'ailleurs, je crois que on peut reboucler aussi la première question qui a été posée, mais les fintechs ont un rôle clé à jouer dans cette sécurité et dans l'innovation parce qu'elles vont apporter des idées, de l'agilité, de la flexibilité. Elles vont pouvoir innover très rapidement. Et on voit d'ailleurs des solutions d'identification qui sont proposées sur le marché aujourd'hui, qui sont portées par des fintechs et qui collent au plus près de la réglementation de la 5e directive. Et donc, on voit bien le rôle et l'apport des fintechs, etc. Et puis, de l'autre côté, on peut aussi voir les banques, le travail qui est effectué pour sécuriser des moyens de paiement comme Instant Payment qui vont jouer un rôle clé aussi dans l'expérience utilisateur. Du coup, Et pour MangoPay, c'est un grand oui aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces innovations vont faire certainement partie de notre futur, de nos sociétés, parce que demain, effectivement, en tant que solution de paiement, on aura certainement des utilisateurs qui paieront en vocal, qui paieront via le biométrique. On protégera peut-être encore plus nos données par le blockchain. On proposera peut-être des nouvelles solutions de paiement comme Libra, etc. Donc, tout cela va faire partie de notre avenir. Donc, un grand oui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, innovation et disruption vont de pair aussi avec réglementation. Donc, hâte de voir les prochaines législations. La DSP3 peut-être. Écoutez, à moins que quelqu'un veut avoir le mot de la fin. Pas le mot de la fin du tout. Charlie, je vous le laisserai, ou à William ou à Victorien. Juste,
Oui, à l'innovation, à la techno, évidemment, on est tous partants pour ça. Je pense cependant il y aura des gagnants et des perdants, c'est normal. Il y a un foisonnement actuel d'acteurs. Tout le monde ne réussira pas à atteindre des tailles critiques et à poursuivre sur des décennies. Et donc, je pense qu'en tant qu'utilisateur, si on se positionne en tant qu'utilisateur, il faut quand même bien comprendre les CGV et les TNCs, les plans de remédiation, pour savoir où est-ce qu'on met son argent, auprès de qui, avec qui on travaille. Je pense que c'est la responsabilité de chacun en tant que consommateur. Et donc, voilà, juste oui, bien sûr, mais attention avec qui on travaille. Je suis une marketplace, avec qui je contracte. Je suis un usager et un acheteur. Quels sont les moyens de paiement que j'utilise et comment? Et je pense qu'il y a une responsabilité individuelle forte par rapport aux acteurs qu'on choisit. Je voudrais juste terminer, parce que Honnêtrust est vraiment un acteur qui est placé dans l'innovation, dans les facteurs d'identification justement dans les parcours, sur le e-commerce et sur la banque, où on apporte des technologies vraiment de rupture sur l'approche par les risques que peut apporter la data. Et fort de ça, évidemment, qu'on est complètement en phase avec le fait que l'innovation est le facteur de confiance. Ce qu'il faut, c'est la mettre dans un cadre et une vision qui lui permettent de s'exprimer. C'est plus ce que l'on en fait qui générera la confiance que l'innovation elle-même. Écoutez, merci beaucoup à tous les 5. Écoutez, on est dans le timing, donc c'est super. J'espère, Clément, que vous êtes contents, vous êtes fiers de nous. Merci à vous d'avoir effectivement participé, puis aux internautes d'avoir suivi cette table ronde super riche. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les intervenants si effectivement vous avez d'autres questions. Merci Clément, je vous laisse la parole pour la suite. Merci Charlie, bonne journée à tous. Merci à tous.